Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. Alors, on va pas parler de l'accident de Romain Grosjean, de l'accident de Lance Stroll. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les deux accidents majeurs de ce Grand Prix. Donc je vous invite à la regarder si vous voulez avoir des informations et mon avis sur ces accidents. On va surtout se concentrer sur la course, même si bien entendu ça a été un Grand Prix très animé. Mais on va surtout faire le débrief de ce Grand Prix et les notes de ce Grand Prix de Bahreïn, cette première course de Bahreïn de cette année 2020. Et on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Avec Pierre Gasly donc qui finit 6e de ce Grand Prix avec une course encore une fois très solide, même si le dernier relais a été un petit peu compliqué pour Pierre. Ça n'a pas été forcément très facile pour Pierre qui a eu un dernier long relais. Il faisait partie des pilotes qui sont partis avec les pneus durs dès le départ. Il a tenté le coup, mais c'est un week-end plutôt bon pour Pierre Gasly avec une 6e place en course, donc c'est encore des points récupérés pour son équipe. Une qualification en Q3 encore une fois également avec le 8e temps, donc vraiment des belles performances d'un côté comme de l'autre, donc c'est pour ça que je lui mets 14 sur 20 parce que voilà, week-end solide malgré encore une fois un dernier relais pas facile, il a dû tenir de 32 à 57, donc 25 tours avec ses pneus hard, en sachant que les pneus hard n'avaient vraiment aucune tenue pendant ce Grand Prix, donc ça n'a pas forcément été évident pour lui. Il a eu des relais pas simples à faire avec cette voiture, donc voilà, ça a été une course pas forcément facile en fin de Grand Prix où il a dû résister, il a tenté de résister à Sainz et Norris et ça a été un petit peu compliqué, mais sinon on peut se satisfaire encore d'un résultat très solide de Pierre Gasly qui est, je crois, au classement pilote 10e. Et avec une marge maintenant sur le 11e qui est Lance Stroll, donc vraiment il va finir la saison dans le top 10 et c'est un très bon résultat pour le pilote Alpha Tauri. On continue avec Esteban Ocon. Esteban Ocon 12 sur 20 pour le pilote français, un week-end un peu meilleur que les précédents, même si, encore une fois, pas de chance en termes de points, ça ne se voit pas véritablement, car Esteban Ocon finit 9e avec une position qui est peut-être pas forcément intéressante pour lui. Par contre, en qualif, il était très proche de Ricciardo. Pendant tout le week-end, il a été assez proche de Ricciardo. Il y a même pas 2 millième en qualification. La stratégie, là encore, n'a pas forcément été excellente pour Esteban Ocon. Ricciardo avait des médiums quand lui avait des hards. Et on a bien vu que les hards ne tenaient pas. Alors ça, c'est bien entendu les pneus Pirelli et ses pneus de qualité. Parce que Pirelli a amené quand même, pour savoir, a amené des pneus prototypes vendredi, les pneus 2021, et ils ont quand même la sacrée performance d'être 3 kg plus lourds et de ne pas être performants et de surchauffer encore plus que les pneus 2019. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment faire du travail de qualité chez Pirelli, et tous les pilotes s'en sont plaints et les directeurs d'équipe s'en sont plaints. Donc ça, je pense qu'on va garder encore les pneus 2019 une année de plus. C'est un peu comme l'année dernière, il n'y a personne qui est satisfait de ce que veut faire Pirelli. Alors je ne sais pas si c'est la stratégie de Pirelli, si c'est la FIA, les contraintes de la FIA, mais Pirelli en F1, ça n'a jamais été une grande réussite. Bon, pour revenir à Esteban Ocon, voilà, la stratégie de pneus n'a pas forcément marché avec des pneus hard qui tenaient pas beaucoup plus que des pneus médiums. Et qui par contre étaient beaucoup moins performants. Donc ça a été un peu compliqué en course. Il finit quand même 9e dans les points. Là, il peut se satisfaire, mais il ne prend que 2 points. Et c'est vrai qu'il finit encore derrière Ricciardo. Le duel en qualification entre Ricciardo et Esteban Ocon, je crois que c'est 14-1. Donc c'est vraiment, ça fait un peu mal au cucu, comme on dit. Et en course, c'est pas beaucoup mieux non plus pour Esteban Ocon. Donc voilà, c'est une saison mi-figue, mi-raisin, si on devait déjà faire un bilan pour Esteban Ocon. Je termine avec Romain Grosjean. Donc encore une fois, je ne vais pas parler du crash, donc on peut parler un peu que de sa performance en qualification. La performance en qualification, puis je me réfère également à ce que j'ai mis à Magnussen. Il finit derrière Magnussen
bon, il l'a dit de lui-même, hein, il a essayé de rentrer de manière beaucoup plus incisive dans les virages et que ça n'a pas vraiment marché. Il finit devant Latifi, mais Latifi cette année en qualification, c'est quand même pas la folie. Donc 7 sur 20, parce que c'est vrai que ça a été compliqué un petit peu pour lui en qualification. En course, je vais pas revenir. Pour moi, il fait une erreur. Mais après le crash, j'en ai déjà énormément parlé dans une vidéo qui est consacrée. On continue avec Hamilton. Hamilton 18 sur 20. Que dire? À part que Hamilton a été très très fort, à part que Hamilton est intouchable cette année, et à part que Hamilton n'a en plus pas eu véritablement d'adversité sur ce week-end, avec Red Bull qui en moteur est quand même un peu en dessous, il faut le dire, de ce que fait Mercedes ou Renault, et puis avec également des conditions de course où Bottas s'est complètement raté, donc voilà, il avait vraiment une marge sur ses adversaires. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur la course d'Hamilton, encore une fois. Une nouvelle victoire, une nouvelle qualification, une nouvelle pole position. Bon, 18 sur 20, parce que j'enlève 2 points par rapport au 20 sur 20, parce qu'il n'y a pas eu énormément d'adversité et qu'il fait pas le meilleur tour en course. Mais sinon, il avait une marge de sécurité sur ce week-end qui était encore assez incroyable, avec une stratégie qui a été très bonne de la part de Mercedes, et après derrière une marge de sécurité assez incroyable par rapport à ses adversaires. Donc voilà, c'en est presque lassant, mais bon, quand il y a un pilote qui est performant à ce niveau-là, il faut aussi saluer son talent, et quand une équipe est à ce niveau-là de performance, il faut également saluer son talent. Je continue avec Verstappen, 16 sur 20, meilleur des autres comme depuis le début de saison. En bagarre pour la deuxième place du championnat pilote quand même, hein, avec un Bottas qui est pas très performant depuis quelques courses. Du côté de Verstappen, 16 sur 20, parce que il est derrière et qu'il y a quand même un écart. Mais après, il fracasse tout le monde, quoi. Son équipier a 6 dixièmes en qualification. En course, il y a quasiment 30 ou 40 secondes entre les deux. Mais ça reste Albon, donc c'est pas exceptionnel. Et puis Hamilton, il a une seconde 2 là, mais il a tenté de revenir à un moment à 4 secondes 5, 4 secondes pour remettre la pression à Hamilton. Mais ça n'a jamais véritablement marché pour Verstappen, qui a toujours été un petit peu en dessous de Hamilton pendant tout le week-end, et avec un moteur Honda qui montre encore qu'il y a du travail à faire pour rattraper un petit peu le retard par rapport à ce qu'est capable de faire Mercedes ou Renault. Ils ont encore, je pense, un petit gap de performance à avoir, mais sinon le week-end a été très bon pour Verstappen. De toute façon, c'est un week-end où je vais pas avoir grand chose à dire sur les notes de beaucoup de pilotes. Pareil, Norris 15 sur 20, déjà devant son coéquipier. Il finit 4e en course, et puis en qualification, il est également devant Carlos Sainz. Bon, certes, qui a eu un problème technique en qualification, mais en partant 9e sur la grille, finir 4e, on voit encore le travail de McLaren sur les longs relais, qui est très performant. Un bon départ également. Moi, Norris, des fois, je suis pas super heureux de Norris, mais là, il a fait le travail, il a fait le job. Sur ce Grand Prix, il finit certes dans un deuxième peloton, on va dire, avec Norris, Sainz et Gasly, mais il finit devant ces pilotes-là, devant ses adversaires, et puis il fait encore une fois une très très belle course. Il permet à McLaren de marquer des points, donc 15 sur 20, parce qu'en partant 9e, finir 4e, ça montre que McLaren avait une petite marche sur cette piste quand même en niveau long relais. Et quand il y a des stratégies qui sont pas forcément faciles, quand il y a beaucoup d'usure de pneus, c'est vrai que la McLaren, déjà l'année dernière, montre qu'elle est plutôt performante dans ce genre de stratégie. Elle arrive à bien maintenir ses pneus, et surtout c'est une voiture qui n'a pas forcément énormément de problèmes à faire avec les pressions de pneus, avec les hautes températures. Donc c'est vraiment une voiture qui se comporte très très bien dans ce genre de conditions. Sainz 14 sur 20, un petit peu la même chose que Lando Norris, à part qu'il partait encore plus loin sur la grille. Il finit 5e, 14 sur 20 parce qu'il finit derrière Norris, mais à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire aussi sur Carlos Sainz, moi j'ai bien aimé, c'est qu'il a été très incisif pendant tout le week-end de course, pendant tout le Grand Prix. Ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé aussi sa capacité à dépasser, que ce soit Pierre Gasly ou Ricciardo. Il a vraiment montré les crocs.
ou avec Leclerc aussi. Voilà, il y a une belle bagarre avec Leclerc et il s'est pas laissé intimider par Leclerc. Et je pense que l'année prochaine chez Ferrari, on va bien se marrer parce que ça va être très très chaud entre les deux pilotes. Et Sainz, de toute manière, encore solide quoi. C'est aussi encore un Grand Prix solide où certes en qualification c'est pas top, mais par contre en course c'est vraiment un racer. C'est vraiment un pilote du dimanche, Carlos Sainz, parce que le vendredi, le samedi, c'est pas exceptionnel, mais le dimanche, il y a une sorte de révélation à chaque fois. Il faut quand même se rappeler qu'il y a eu un problème technique samedi, mais souvent il est en retrait par rapport à son équipier en qualification. Par contre, en course, il est assez incroyable, le Sainz, et j'aime moi sa capacité à dépasser d'autres pilotes. Perez, 14 sur 20 aussi. Alors certes, il n'y a pas de point marqué parce qu'abandon, mais c'est un problème technique. Sinon, jusque-là, il faisait la course parfaite. 3e devant Albon. Bon rythme par rapport à sa Racing Point, devant son équipier pendant une grande partie du week-end aussi, et puis largement devant son équipier en qualification, parce que Stroll est 13e alors que Perez est 5e sur la grille, et puis très bon départ où il a dépassé Albon et Bottas aussi, donc vraiment un très très beau début de course pour Perez. Dommage l'abandon parce que ça fait perdre des points à Racing Point, mais je pense qu'il a montré qu'il pouvait être un pilote solide cette année. Et si Red Bull se sépare d'Alexander Albon, c'est quand même un choix pour moi plus intéressant que Nico Hülkenberg du côté de Perez. Ça reste un très très bon pilote. Je pense que c'est un pilote aussi qui a gagné en maturité, même si ça reste encore un pilote assez sanguin. Par exemple, Gasly, pour dépasser Perez à Spa, ça a été un petit peu chaud. Mais ça reste un pilote qui, je pense, a gagné en maturité par rapport à ce qu'il avait fait chez McLaren. Et pour moi, dans un top team, il se ferait peut-être plus autant massacrer. Enfin, je pense qu'à l'époque de McLaren, où ça avait été très compliqué face à Button. Mais Button ne l'avait pas aidé en plus. Et le fait que c'était la dernière année avec le moteur Mercedes, ça n'avait pas aidé non plus. Il y avait plein de facteurs qui n'avaient pas aidé Perez à ce moment-là. Et ça avait été une année très compliquée, mais c'est un pilote qui est fiable. Quand même sur une saison complète et qui est un pilote qui est très intéressant je trouve. Et si Red Bull veut avoir un deuxième pilote pour aller chercher des points au classement constructeur, il faudra peut-être passer par le recrutement de Perez. Albon, j'ai mis avant Albon je vais mettre Ricciardo, 12 sur 20, comme Ocon. Ce que j'ai obligé de préciser également chez Renault, c'est pour moi il y a un vrai souci, c'est sur les arrêts au stand où ils perdent, je trouve, énormément de temps dans ce domaine-là. Je trouve qu'ils passent beaucoup trop de temps à faire des arrêts au stand. C'est vraiment un secteur où il pourrait progresser parce que le meilleur arrêt c'est Ocon. Alors avec le temps dans la ligne droite ça fait 19 secondes et c'est simplement le 9e je crois pilote, 8 ou 9e pilote au niveau de la hiérarchie. Ah non, Ricciardo a fait un peu mieux. Mais je trouve que c'est un domaine où ils peuvent encore progresser. Ils ont du mal à faire des arrêts en moins de 3 secondes chez Renault. Et c'est un truc qu'ils doivent maintenant réussir à faire s'ils veulent jouer les avant-postes. Non, sinon du côté de Ricciardo, la stratégie était la bonne chez Renault, qui n'avait pas mis ses œufs dans le même panier. Mais un rythme qui n'était pas incroyable. Surtout un rythme en retrait par rapport à McLaren, par rapport à Pierre Gasly. Mais il peut quand même se satisfaire, Daniel Ricciardo, d'avoir fini devant Bottas, ce qui n'est pas si mal, et d'avoir fini devant son équipier et devant Leclerc, qui sont derrière. Donc c'est un Grand Prix qui n'était pas mauvais, mais on s'attendait à mieux de la part de Renault quand même sur ce circuit qui avait plutôt bien réussi à la marque l'année dernière en termes de performance, pas en termes de points. En termes de performance, ils avaient été plutôt très bons. Et c'est un circuit normalement qui convient aux caractéristiques de la Renault, c'est-à-dire une voiture qui se comporte très très bien sur les courbes rapides, qui se comporte très très bien également sur les circuits de vitesse. Et là, ça a été un petit peu compliqué pour Renault, donc on espère que ça ira mieux dès le week-end prochain, mais pas un week-end fantastique. Russell, 12 sur 20, parce que lui à l'inverse, il a fait un très très bon week-end je trouve, avec une Williams qui a toujours un petit peu du mal sur les circuits rapides. Pas à cause de son moteur Mercedes, mais parce qu'elle est obligée d'avoir un aileron arrière très relevé pour générer de l'appui. Et donc forcément, ça crée une perte de vitesse parce qu'il y a énormément... l'écoulement d'air est pas optimum. Et du côté de Russell, là, c'est un Grand Prix intéressant
avec une 12e place à un tour, mais pas très loin de Kiat, pas très loin également devant Vettel, avec une belle passe d'armes avec Sébastien Vettel en plus pendant le Grand Prix. Il a fait vraiment une très très belle bagarre devant Latifi, mais ça c'est pas très compliqué. Et puis en qualification aussi, où il finit en Q2, alors qu'encore une fois cette Williams n'est pas très performante normalement en vitesse de pointe par rapport aux autres moteurs Mercedes, parce que voilà, encore une fois, elle a énormément de traînée aérodynamique à cause de son aileron arrière. Donc ils n'avaient pas été très performants par exemple au Mugello ou à Monza. Et là ils s'en sont plutôt très bien sortis, donc il faut les féliciter. Albon, donc 11 sur 20, je vais pas mettre plus. Certes il finit 3ème, mais en termes de rythme il n'était pas dans le coup. Il finit 3ème parce que Pérez a un problème technique, mais il était à 5-6 secondes de Pérez pendant quasiment toute la course. Le départ n'est pas exceptionnel. Bon, il finit devant Bottas parce que Bottas s'est complètement écroulé, mais c'est un podium encore laborieux. C'est son 2e podium, mais le premier, je crois que je lui avais mis 12 sur 20, là je lui mets 11, parce que c'est laborieux. Et même Verstappen l'a dit à des confrères néerlandais, quand on finit à 30 ou 40 secondes, c'est un peu mauvais de son coéquipier, c'est pas top. Et là, c'est le niveau de performance d'Albon. Il détruit une voiture en EL1, en EL2 pardon, en plus, en faisant une erreur, parce que c'est vrai, comme le disait Villeneuve, les nouveaux pilotes, mais lui c'est pas la première fois qu'il fait ça, il l'avait déjà fait en Chine l'année dernière, quand il part en survirage assez violent, tout de suite il contrebarque dans l'autre sens, mais quand le pneu raccroche, il part direct dans le mur. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'avait fait en Australie l'année dernière, il l'avait fait également en Chine. Après le dimanche, il est plutôt performant. Il y a un meilleur rythme le dimanche que le samedi, mais il est quand même très très loin de son équipier, donc on peut pas lui mettre une excellente note. Je continue avec Latifi, 10 sur 20, là aussi 2 points de moins par rapport à Russell, son équipier. Certes en course ça allait pas trop mal, par contre en qualification il finit 20ème encore une fois, je crois que c'est le pilote qui est le plus souvent parti en dernière ligne, je crois qu'il est même tout le temps parti en dernière ligne, Latifi. Et en course, il est mieux, mais il est quand même derrière son équipier, donc 10 sur 20, parce que je voulais pas être trop sévère avec lui. Mais c'est un Grand Prix qui n'a pas été forcément facile. À un moment, il était dans les points, il se bagarrait dans les points. Peut-être que je vais pas noter sa stratégie à Latifi, mais de toute façon, les Williams sont rarement filmés énormément pendant le Grand Prix. Mais voilà, un Grand Prix pour moi en retrait. On va passer extrêmement vite sur Kiat, 9 sur 20. 9 sur 20, j'étais parti sur une moyenne de 10 parce que pour moi, repartir en course quand t'as l'accident avec Grosjean et que t'es dans le coup, c'est-à-dire que t'as eu le contact avec Grosjean et que tu vois l'état de la voiture, mentalement ça fait pas du bien pour Kiat. Donc se remobiliser pour prendre le départ du Grand Prix, déjà chapeau. Après l'accident avec Stroll, je pense qu'il était vraiment pas trop dedans en début de course. La pénalité de 10 secondes est totalement justifiée, mais faut pas trop lui en mettre dans la tête, pas trop lui mettre dans la gueule d'avoir provoqué cet accident, parce que pour moi il n'était pas du tout dedans en début de course, ce qui est totalement compréhensible par rapport à l'accident encore une fois de Grosjean. Ensuite il n'avait pas un mauvais rythme, que ce soit en qualification ou en course, mais la pénalité de 10 secondes lui coûte énormément, ça c'est clair et net, donc c'est dommage pour lui. Après il n'avait pas un mauvais rythme, même s'il était en retrait par rapport à Pierre Gasly, il n'avait pas un mauvais rythme, donc c'est pour ça que je mets 9 sur 20, parce que pour moi c'était pas une catastrophe pendant tout le week-end. Leclerc, 8 sur 20. Le rythme en qualification n'était pas mauvais. Par contre, en course, ça allait pas du tout. Il n'avait pas du tout de rythme, mais il finit quand même devant Vettel. Après, je m'attendais pas à des merveilles de la part de Ferrari. Ils prennent quand même un point sur un circuit qui est un circuit de moteur, d'accélération-freinage. Donc, vu le déficit de performance au niveau moteur de la part de Ferrari, c'est déjà pas si mal. Magnussen, 7 sur 20. Il finit dernier, mais bon, la Haas est tellement mauvaise, il y a eu un tel retrait de performance entre cette année et l'année dernière du côté de chez Haas, et pourtant c'était déjà pas fou l'année dernière chez Haas. Donc quand tu repères une seconde 3 ou une seconde 4, je crois, au niveau du temps de qualification d'une année sur l'autre,
Tu te dis que je me demande vraiment ce qui branle chez Haas, mais ils n'ont pas bossé cette année, ils n'ont pas bossé les ingénieurs parce que je crains le pire même l'année prochaine pour Schumacher et Mazepin parce que c'est vraiment pas les aider de les emmener pour une première année dans cette équipe-là. Parce que ça fait depuis 3 ans qu'ils n'avancent absolument pas, qu'ils n'écoutent pas leurs pilotes, qu'ils ne font absolument pas un travail de qualité. Donc je comprends pas comment on peut se satisfaire d'une équipe comme ça, quoi. Il y a un moment, faut réagir. Je comprends pas qu'on puisse se satisfaire de cette situation. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Stroll 6, abandon, mais de toute manière en être retrait pendant tout le week-end. Quand vous regardez le nombre de points qu'a pris Stroll depuis l'Italie, c'est absolument catastrophique. Stroll qui est 11e, ça fait depuis donc le Mugello. Voilà, donc depuis son podium à Monza, le Mugello, il y a eu simplement des points en Turquie. Donc ça veut dire depuis le Mugello, il n'a marqué des points qu'à une seule reprise en Turquie. À part le Grand Prix en Turquie, j'ai envie de te dire que sa deuxième partie de saison est très mauvaise. Et donc là, un abandon, mais de toute manière, il n'avait pas de rythme. Pendant les qualifications, il est largué par rapport à Perez. Donc il ne peut pas se satisfaire de ce résultat, ça c'est clair et net. Et on ne peut pas tout mettre non plus sur l'abandon et l'action réalisée par Kiat. Vettel 6 sur 20, c'est un peu pareil que notre ami Stroll, c'est-à-dire en être retrait par rapport à son équipier et pas du tout dans le rythme de toute manière pendant tout le week-end. Raikkonen 6 sur 20, Alfa Romeo en difficulté pendant tout le week-end. Il était derrière en qualification. Il a eu de la chance, c'est que la stratégie de Giovinazzi n'a pas été exceptionnelle. Mais du côté de Raikkonen, je comprends pas pourquoi il fait une saison supplémentaire pour être vraiment à l'arrière. C'est par passion, parce que passion peut-être avec des petits dollars, un petit peu comme certains youtubeurs, mais je comprends pas comment on peut continuer en F1 quand on a ce type de performance. Se battre pour les dernières places du classement, je comprends pas ce que ça provoque comme stimulation. Et puis, de toute manière, pas beaucoup plus performant que Giovinazzi. Et j'ai été assez déçu d'Alfa Romeo parce que ils sont plutôt bien comportés par rapport à Ferrari sur les circuits rapides. Et là, ça n'a pas du tout marché. Donc, il va falloir comprendre pourquoi. Peut-être l'usure des pneus trop importante du côté de chez Alfa Romeo. Giovinazzi 5 sur 20 parce que derrière, Raikkonen est pas très performant. Et puis, on passe au 5 sur 20 de Bottas. 3 dixièmes en qualification, jamais dans le coup pendant tout le week-end. Enfin, jamais dans le coup, c'est toujours en retrait par rapport à son équipier. Et puis le départ, tu peux pas partir de cette manière. Il me fait penser, Bottas, on va dire, au niveau des départs, il me fait penser à Vignales en moto. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre des très bons départs. Puis des fois, c'est catastrophique. Et Vignales, c'est un peu pareil en MotoGP. Et Bottas, des fois, il fait des départs mais stratosphériques. Et puis, des fois, c'est le néant, des départs stratosphériques, comme dirait chaque année Alexandre Boyon au moment de la natation. Il y a 2 phrases. Quand vous écoutez la natation avec Alexandre Boyon, il y a stratosphérique, voilà, son expression, et puis il y a les fauves sont lâchés avant le 100 mètres en natation. C'est les 2 termes qu'il emploie tout le temps. C'est redondant parce qu'il le fait depuis 15 ans. Donc à un moment, il faudrait peut-être changer de disque. Mais du côté de... C'est comme... là, j'ai regardé le Grand Prix... Pour tout vous dire, j'ai regardé la fin du Grand Prix, j'ai regardé le Grand Prix 2 fois parce que au 30e tour, ma connexion internet s'est arrêtée. Donc j'ai regardé le Grand Prix en replay grâce à la RTBF enfin la RTBF, j'ai récupéré une vidéo sur internet de toute manière totalement illégale, mais avec la RTBF et j'ai été choqué par Honda. De la manière de dire Honda de Pierre Van Vliet, qui est le commentateur qui commentait avant la F1 sur TF1 il y a une vingtaine d'années désormais, et Schumacher, ça mérite un petit peu le poil, le Schumacher, et le Honda, j'ai un peu du mal, mais je sais pas, peut-être qu'on dit comme ça en Belgique Honda, mais j'ai eu un petit peu du mal. Et puis le fait qu'il commande seul,
Commenter à deux, c'est pas mal quand même. C'est là où tu vois que il y a des interactions. Commenter seul, c'est toujours compliqué. Et puis bon, face à Julien Lefebvre, c'est un peu compliqué aussi. Mais du côté de Bottas, 5 sur 20, parce que tu peux pas partir aussi mal sur un Grand Prix. Et puis après, la Mercedes a toujours le même problème, c'est-à-dire que c'est une voiture qui ne marche pas du tout en peloton, qui n'est pas du tout performante. Et donc, surchauffe des freins, surchauffe des pneus et une performance en net retrait. Et lui aussi, sa deuxième partie de saison, elle est vraiment pas exceptionnelle pour Bottas, parce que depuis sa victoire au Grand Prix de Russie, les résultats, il était en net retrait au niveau de la deuxième place, que ce soit à Imola ou au Portugal. En Turquie, il n'y a rien, donc là, mauvais résultat à Bahreïn, résultat blanc également en Allemagne. Donc c'est pas exceptionnel. Il ne menace absolument plus Lewis Hamilton. Et cette année, il l'a absolument pas menacé. Et Verstappen est en train de revenir sur lui à grands pas. Et on va le voir tout de suite en passant du côté du classement pilote de ce championnat du monde. Vous le voyez à l'écran avec Lewis Hamilton en tête avec 332 points, devant Bottas 201 points. L'écart entre Bottas et Verstappen, c'est 12 points. On retrouve ensuite la bagarre pour la 4e place du championnat pilote avec Daniel Ricciardo 102 points, devant Perez 100 points, Leclerc 98 points. Norris est pas loin non plus avec 86 points, en bagarre avec Carlos Sainz, Albon également, et Pierre Gasly qui est 10e, qui a maintenant un petit peu largué Lance Stroll. On retrouve ensuite Esteban Ocon qui se rapproche de Lance Stroll, puis Vettel, Kvyat et Nico Hülkenberg. Du côté du classement constructeur, c'est Mercedes bien entendu qui est largement devant Red Bull. La 3e place, McLaren a pris un avantage là, de course de la fin avec 17 points d'avance sur Racing Point. Renault est toujours en bagarre pour la 4e place. Pour la 3e place, ça me semble un petit peu compliqué. Il faudrait faire 3e et 4e à Bahreïn et voire encore faire un podium à Abu Dhabi. Et puis on retrouve ensuite Ferrari avec 131 points, AlphaTauri 97 points, Alfa Romeo 8 points, Haas 3 points et Williams qui n'a toujours pas marqué de points. Peut-être que ça arrivera du côté de l'Oval de Bahreïn le week-end prochain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. C'est une question pratique, comme ça vous êtes au courant lorsque les dernières vidéos sortent sur la chaîne. Et puis, n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à dire si j'ai été trop sévère, pas assez sévère dans ma notation. Et puis, on se retrouve, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!